Bonjour, je suis Céline Athias. Je suis executive coach certifiée et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast Hollywork. Avec Hollywork, je vous invite à rendre vos journées de travail aussi épanouissantes que vos journées de vacances. Dans cette deuxième saison, à travers les témoignages de mes invités et aussi les épisodes solo, nous allons explorer comment évolue le monde du travail et découvrir de nouvelles clés pour vous aider à progresser. Alors, si vous avez envie d'ajouter une dose de joie dans votre quotidien professionnel, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien à l'heure où vous écoutez ce podcast. Pour ma part, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode où nous allons aborder une thématique en lien avec la mutation du monde du travail. Aujourd'hui, je vous propose un épisode spécial à l'occasion de la semaine de la QVCT, du 17 au 21 juin. Et la QVCT, donc c'est la qualité de vie et les conditions de travail. Depuis quelques années, en effet, les entreprises se doivent de respecter un certain nombre d'obligations en matière de sécurité et de conditions de travail. Et ces obligations sont inscrites dans une loi aujourd'hui. Cette loi, elle prévoit plusieurs sous-thèmes de négociation, ce qui signifie que les mesures ne sont pas figées et se décident collectivement en respectant un certain cadre. Cette année, le thème de la semaine de la QVCT s'intitule « Anticiper le travail de demain ». En effet, les entreprises doivent se transformer pour faire face à des évolutions plus ou moins anticipées, plus ou moins prévues, comme l'écologie, les progrès liés au numérique et à l'intelligence artificielle et les évolutions sociétales. Comment anticiper collectivement le travail de demain pour l'améliorer ? Comment créer un cadre légal pour soutenir cette évolution ? Étant donné que le podcast Hollywork s'intéresse aux mutations que connaît le monde du travail aujourd'hui, je ne pouvais pas passer à côté de cette opportunité. Alors pour vous parler de ce sujet avec moi aujourd'hui et pour mieux comprendre ce que tout ça englobe, je suis heureuse de recevoir Célia Gallo, qui est avocate en droit du travail. Alors pour la petite histoire, j'ai rencontré Célia au cours d'une rencontre réseau, plus précisément dans le cadre du Club des entrepreneuses de Neuilly-sur-Seine. Et j'en profite pour saluer Agathe et son équipe et tous les membres de cette association que j'ai la joie de retrouver tous les mois au cours de conférences et de moments toujours très sympathiques. Voilà pour le petit clin d'œil. Et voilà, maintenant, j'accueille Célia. Bienvenue, Célia. Et pour commencer cet épisode, est-ce que tu veux bien te présenter et nous expliquer ce que tu fais, nous raconter un petit peu ton parcours? Merci beaucoup, Céline, de me recevoir aujourd'hui dans ton podcast. Et en effet, on s'est rencontrés il y a un an, tout juste un an, à ce fameux événement où je n'y suis allée finalement qu'une fois. Mais je me disais, je vais peut-être y faire une rencontre intéressante. Et voilà, ça a été le cas. Merci. Donc, je ne suis plus retournée. Non, mais blague à part, on se disait, il faudrait que j'y retourne. Ça avait l'air vraiment, vraiment très sympa. Pour revenir à mon parcours, alors moi, je suis avocate en droit du travail. J'exerce depuis une dizaine d'années maintenant. Je suis passée par plusieurs types de cabinets d'avocats, principalement des structures étrangères, ce qui m'a permis d'avoir une vision du droit du travail assez internationale. Moi-même, je suis française et espagnole. Et comme tu le sais, j'ai grandi à Madrid. Je suis arrivée à Paris quand j'avais 20 ans. Donc, je ne rentrais pas forcément dans la case du cabinet purement franco-français. Et le droit social, c'est déjà une matière qui est très nationale puisque très politique. Et je trouve qu'on y apprend énormément aussi en s'inspirant de pays étrangers. Et on y reviendra plus tard quand on parlera justement des pratiques QVCT. Moi, j'accompagne principalement des entreprises, donc des DRH et des dirigeants dans la gestion de leurs problématiques sociales quotidiennes. Et puis un peu moins quotidiennes aussi, lorsqu'elles mettent en place des projets plus ponctuels, comme par exemple des restructurations, des projets de cession. J'accompagne autant des entreprises françaises qu'étrangères, de tailles très variées. Ça peut être des start-up, des petites filiales de sociétés étrangères en France, mais aussi des sociétés du CAC 40 et dans des secteurs très divers. À la base, je n'étais pas du tout destinée à faire du droit social. Ah, alors raconte, qu'est-ce que tu devais faire? Alors moi, je voulais absolument faire de l'arbitrage international. De l'arbitrage international, d'accord.
En droit, voilà, c'est la matière qui est considérée comme la plus noble parce qu'on voyage, parce qu'on est sur des dossiers à forte notoriété, parce que les enjeux sont très importants, c'est toujours très médiatisé. Et puis, j'ai atterri par hasard, un peu malgré moi, en stage dans un département de droit social dans le gros cabinet américain et j'ai adoré. Je me suis dit, mais cette matière, c'est génial. On s'ennuie jamais. Ouais, bah oui, j'imagine. C'est dynamique, c'est vivant. On peut faire du conseil, du contentieux, de la négociation. Et puis, à l'époque, le marché du travail ne se portait pas très bien. Donc, il y avait aussi cette considération-là. Et en droit social, c'est jamais un problème. Il y a toujours des dossiers. On s'ennuie vraiment jamais dans cette matière. Et ça change tout le temps. Donc même si je n'avais pas de formation très spécialisée en droit du travail, finalement, je n'étais pas perdue. Il y a toujours des réformes et des réformes assez importantes. Donc on est toujours à temps de s'y mettre. Donc voilà comment j'ai atterri dans ce domaine. Donc, parfois, il faut faire confiance un petit peu au hasard et aux opportunités que nous amène la vie finalement. Exactement, exactement. Et c'est vraiment un domaine... Tu as fait tes études en Espagne ou en France? Eh bien, j'ai fait dans les deux pays. D'accord. Alors moi, en Espagne, j'étais au lycée français. D'accord. Donc j'ai suivi une scolarité française, mais en Espagne. Ok. Et donc j'ai passé mon bac et mon bac espagnol. Et par la suite, j'ai étudié 2 ans en Espagne et 2 ans en France. Ok. Et après, j'ai décidé de Et donc, tu as passé le barreau en France? Oui, j'ai passé le barreau en France, mais j'ai aussi le barreau à Madrid. D'accord. Ouais. Je peux exercer à Madrid. Magnifique. Voilà. Alors du coup, est-ce que tu peux nous raconter, nous donner un petit peu le cadre légal de la QVCT pour rentrer dans le vif du sujet? Alors peut-être qu'on peut déjà rappeler la définition de la QVCT. Donc c'est la qualité de vie et des conditions de travail. Et à la base, c'est un concept qui nous vient des États-Unis, de psychologues qui avaient établi dans les années 50 un lien entre la santé, le bien-être des salariés et la productivité des entreprises. Ah ouais, déjà. Et le concept s'est ensuite étendu en Europe dans les années 70. Donc en France, aujourd'hui, on a un cadre légal de la QVCT qui est assez bien établi. Et avec une mise en œuvre qui repose vraiment sur une collaboration entre les employeurs, les salariés et les représentants du personnel. D'accord. C'est vraiment une collaboration tripartite. Et c'est le Code du travail qui est la principale source juridique en matière de QVCT. Et il impose aux employeurs, d'une part, d'assurer la sécurité et la santé physique et mentale des salariés, et d'autre part, de mettre en place des négociations obligatoires sur les thèmes tels que les salaires, les conditions de travail, l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail. Donc ça, c'est évidemment, ce dialogue social doit être mené dans les sociétés qui ont plus de 50 salariés, qui ont donc un comité social et économique et des syndicats. Voilà, donc en fait, l'obligation ne concerne pas toutes les entreprises, uniquement celles qui ont au moins 50 salariés. Alors, pour cette obligation de négocier, pour l'obligation de la sécurité et de la santé, ça concerne tout le monde. À partir d'un salarié. Sécurité et santé, bien sûr. Par contre, QVCT, là, c'est... Par contre, sur la négociation sur les thèmes QVCT, c'est à partir de 50. D'accord, très clair. Alors, j'ai lu que l'entreprise doit respecter plusieurs critères pour montrer qu'elle adopte la démarche QVCT. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Est-ce qu'il y en a 7 ? Est-ce qu'il y en a 10 ? Moi, j'ai trouvé un peu de tout. Alors, en termes purement légal, il n'y a pas de critères établis. D'accord. Le texte qui a créé la notion de la QVT, puisqu'avant on parlait de QVT et pas de QVCT, tout à fait. En 2013, a listé des indicateurs, mais ces indicateurs doivent être pris comme des exemples et la liste n'a pas vocation à être exhaustive. D'accord. Et on a par exemple comme indicateur la qualité des relations sociales, l'organisation du travail, le contenu du travail, le développement personnel, la conciliation vie professionnelle et vie personnelle et l'égalité professionnelle. D'accord. Après, on a des certifications qui permettent aux entreprises d'entrer dans certains palmarès, et notamment le fameux Great Place to Work,
qui, lui, du coup, va imposer ses propres critères pour obtenir cette certification. Donc, D'accord. Voilà. C'est pour ça qu'on lit effectivement beaucoup de critères. D'accord, donc ensuite, l'entreprise choisit de rentrer dans un palmarès ou pas, et du coup, ça, on va le voir après, mais ça va avoir des implications aussi sur l'image Exactement. qu'elle veut donner à elle-même, à l'entreprise, et comment c'est aussi un moyen d'attirer les salariés et de les fidéliser. On va le voir un petit peu après, mais avant de passer à ça, aux bénéfices de la QVCT, est-ce que tu peux nous expliquer comment et pourquoi on est passé de la QVT à la QVCT, donc qualité de vie au travail, à qualité de vie et conditions de travail? Alors, c'est depuis le 31 mars 2022 D'accord. que la qualité de vie au travail est devenue officiellement la qualité de vie et des conditions de travail. Donc 2022, juste, on est après le Covid. Oui. Donc j'imagine le Covid a eu des implications. Le Covid a eu des implications, tout à D'accord. fait. Depuis quelques années, et notamment depuis la fin du Covid, on observe une volonté affirmée d'insister sur l'importance des conditions de travail. Et on veut donner une vraie légitimité à ce principe de la QVCT. Mhm. On ne demande plus simplement aux entreprises d'installer un baby-foot ou une salle de cinéma. On renforce vraiment les obligations des employeurs, et notamment en matière de santé et de sécurité. D'accord. Et donc ça se retranscrit par la mise en place d'obligations de plus en plus renforcées en termes de santé, autant en santé physique que santé mentale, puisque les risques psychosociaux ne sont plus du tout pris à la légère aujourd'hui. On se rend compte que les nouvelles organisations du travail peuvent, en cas de dérive, plus facilement mener à des atteintes à la santé mentale. Donc avant, à l'usine, c'était évidemment la santé physique. On visait à réduire les accidents du travail. Aujourd'hui, avec des salariés en forfait jour et qui télétravaillent, c'est la santé mentale qui a pris le devant. Ou en tout cas, qui a pris la place qu'elle n'avait pas avant. Et ça, c'est vrai que pendant le Covid, tout le monde était en télétravail, voilà. Et on s'est rendu compte que le télétravail pouvait mener à des atteintes à la santé mentale des salariés. Voilà. Parce qu'on parle beaucoup des avantages du télétravail, mais il y a aussi des risques. Il y a aussi des risques. On s'est aussi rendu compte que les salariés travaillaient beaucoup plus. Exactement. Sans limite, sans temps de pause, et qu'il fallait donc peut-être réguler aussi ces nouvelles organisations du travail. Par exemple, on s'y intéresse aussi très particulièrement dans le cadre des restructurations. Ouais, raconte-nous ça. Alors, par exemple, peut-être, comme tu dois le savoir, dans les cadres des restructurations, l'administration doit valider ou pas le plan social qui est mis en place par l'entreprise lorsqu'elle licencie plus de 10 salariés sur 30 jours. D'accord. On parle de plan de sauvegarde de l'emploi. D'accord. Et donc l'administration, aujourd'hui, elle est extrêmement regardante sur les conditions de travail et sur la santé. Et non seulement de celles des salariés qui sont licenciés, mais aussi des salariés qui restent en poste. D'accord. Et ça, c'est assez nouveau. Pourquoi ? Parce que les salariés qui restent en poste, ils vont absorber une charge de travail potentiellement supplémentaire ou nouvelle, des tâches qu'ils ne faisaient pas avant. Donc l'administration va regarder comment cette charge est répartie après le départ des autres salariés. On sait aussi que ces salariés vont être perturbés par le départ de leurs collègues. Donc, aujourd'hui, par exemple, toute entreprise doit mettre en place une cellule de soutien psychologique lorsqu'elle met en place une compression d'effectifs. D'accord. Avant, on se concentrait vraiment sur la justification du motif économique. D'accord. Et aujourd'hui, on se concentre vraiment sur comment est gérée la santé des salariés, et en particulier la santé mentale des salariés. Donc on s'occupe aussi de ceux qui restent, finalement. Et on s'occupe aussi de ceux qui restent, ce qui était impensable il y a quelques années. Oui, c'est vrai. Donc c'est vrai qu'on voit que la législation en matière de QVCT, elle a évolué, et toujours dans le sens du renforcement de ses obligations en termes de santé et de sécurité. Donc par exemple, en 2013... on a imposé à l'employeur la prise en charge d'une mutuelle et d'une prévoyance pour les salariés. Aujourd'hui, ça paraît quasi normal, mais finalement, c'est quand même un gros avantage. C'est pas un acquis, en fait. C'était pas obligatoire avant. Et là, c'est obligatoire depuis 2013 de le prendre en charge à 50% par l'entreprise. Et ça, c'est un avantage important pour les salariés. En 2015, on impose cette obligation de dialogue social sur les sujets liés à la QVT à l'époque.
Par la suite, on a eu aussi la création du droit à la déconnexion. En 2019, on a eu aussi la création de l'index égalité homme-femme, puisque la QVCT, c'est aussi l'égalité professionnelle. Et donc, c'est un index qui mesure la parité au sein des entreprises et qui qui attribue une note aux entreprises en fonction de est-ce que les salaires sont égaux, est-ce que les postes à responsabilité aussi sont distribués de manière équitable. Ouais. Exactement. Et ces notes doivent par la suite être publiées. D'accord. Donc, et c'est publié où ? Sur les sites internet des sociétés. Donc, c'est là qu'on voit que lorsqu'elles ont des scores importants, elles vont le mettre en avant. Lorsque le score est moins important... Mais ce n'est pas obligatoirement... On le voit plus... on le voit, mais en bas de la page. c'est moins mis en avant. Et plus récemment, peut-être que tu en as entendu parler aussi, on a eu la loi Wasserman. C'est la loi sur les lanceurs d'alerte. D'accord. On a créé un vrai régime protecteur pour les lanceurs d'alerte qui sont des salariés qui dénoncent par exemple des faits de harcèlement en interne par le biais d'un canal spécifique. Donc c'est très intéressant parce que moi ce que je retiens c'est qu'il y a une évolution qui s'adapte à l'évolution aussi de la manière dont on travaille. Avant, la majorité des salariés travaillaient à l'usine, ou en tout cas ils avaient un travail qui mobilisait plus le corps, et donc là c'est comme ça qu'on s'est intéressé à la sécurité au travail. Et aujourd'hui, vu qu'on a de plus en plus de tâches et de travaux qui sont intellectuels, on va dire, où on travaille à des bureaux devant des ordinateurs, il va y avoir d'autres risques pour les salariés, et donc ces risques-là, c'est donc lié à la santé mentale principalement, et donc ces risques-là, finalement, ils vont être anticipés grâce à cette évolution-là de QVT vers QVCT. Exactement. Et par exemple, ce qu'on observe aussi, c'est que les branches, donc les secteurs d'activité régulent aussi la QVCT, et notamment celle qui régule le plus, c'est Syntec, qui est la branche conseil, tech, donc toutes ces activités très intellectuelles finalement, où on a beaucoup de télétravail et beaucoup de salariés en forfait jour, donc ils ne sont pas soumis à un horaire collectif, mais à un nombre de jours travaillés par an. Et donc par exemple cette année, la branche Syntec a mis en place des nouvelles obligations concernant le télétravail. D'accord. Pour mettre en place des obligations de déconnexion, des temps de pause, parce que justement on observait que les salariés travailler beaucoup sans s'arrêter finalement, et également des obligations en matière d'agissement sexiste et harcèlement moral et sexuel. Et donc du coup, concrètement, comment est-ce que c'est mis en place la QVCT au sein d'une entreprise ? Concrètement, soit l'entreprise elle décide de se limiter au simple respect de ses obligations légales. On l'a vu, il y a beaucoup d'obligations. Il y a beaucoup d'obligations légales déjà. Mais donc elle va respecter son obligation de dialogue avec le comité social et économique tous les ans. Elle va respecter les obligations qui sont liées à la prévention des risques. Donc elle va mettre en place ce qu'on appelle le document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc c'est un document qui recense les potentiels risques qui peuvent se déclencher. D'accord. Et donc ça, elle va le faire en collaboration avec la médecine du travail. Elle va mettre en place un canal de signalement, par exemple. Ça, c'est à partir d'un seuil de 50 salariés. Elle va mettre en place l'index égalité homme-femme, la mutuelle et la prévoyance, tout ce qu'on a cité. Ça, la réalité, c'est qu'elle n'a pas le choix, donc elle doit s'y conformer, et elle doit le faire dans la forme qui est prévue par les textes. D'accord. Après, au-delà même de ces obligations légales, la QVCT, c'est vraiment devenu, d'une part, un facteur majeur de fidélisation des salariés. Quand un salarié explique qu'il veut rester dans son entreprise, c'est principalement pour les conditions de travail. En général, ce n'est pas pour la rémunération ou le statut que lui apporte l'entreprise, mais c'est parce que ses horaires sont flexibles, parce qu'il peut faire du télétravail, parce qu'il a des tâches intéressantes, qu'il n'est pas surmené, qu'on lui fait confiance, qu'on lui donne de l'autonomie suffisante dans l'exécution de ses tâches, et qu'on est reconnaissant envers son travail. Ça, c'est ce que mettent en avant aujourd'hui les salariés dans le choix d'une entreprise et dans le choix de rester au sein d'une entreprise. Et la QVCT, c'est aussi, d'autre part, un levier énorme en termes d'attractivité et un facteur majeur de différenciation. Puisque les salariés, ils vont comparer les conditions de travail, ils vont, dans cette optique, avant de postuler ou au moment de postuler, chercher à obtenir des informations.
Donc, c'est un peu aussi la course parmi les entreprises. Comment elle va communiquer, comment elle va se mettre en valeur par rapport à ça. Oui, exactement. Et le salarié doit vraiment avoir l'impression que l'entreprise mène de vraies actions. Parce que justement, il a des attentes. Il ne veut pas juste un service de manicure sur place. C'est pas ça qu'il recherche. Lui, il veut pouvoir... Oui, il cherche en fait un réel équilibre de vie et aussi des perspectives d'évolution. Ça revient beaucoup dans les études aussi. Équilibre de vie, perspectives d'évolution, autonomie, tu en parlais. Effectivement, télétravail, ça fait partie aussi des choses que les salariés vont regarder énormément, effectivement. C'est vrai que quand un DRH se pose la question de savoir ce qu'il souhaite mettre en place en termes de QVCT, voilà, il faut vraiment qu'ils se mettent à la place des salariés, et pas que des salariés en général, mais de ces salariés, parce qu'on observe vraiment que d'un secteur à l'autre, et d'une catégorie professionnelle à l'autre, et d'une génération à l'autre, ce ne sont pas du tout les mêmes attentes. Et justement, récemment, j'ai eu le cas d'un client qui nous appelait parce qu'il avait un problème de démission massive au sein de son entreprise, dans le secteur de la tech. Donc nous, dans ces cas-là, on va regarder un petit peu les pratiques, on va demander à voir les chartes, les politiques, l'aide de démission pour comprendre. De manière résumée, voilà, on était arrivé à la conclusion, la charte télétravail, ça ne va pas du tout. Alors, c'est pas qu'elle ça va pas du tout parce qu'elle n'est pas conforme légalement, mais un jour de télétravail par mois pour des salariés dans la tech, ça ne fonctionne pas. Bien sûr. Ils travaillent avec un ordinateur, ils peuvent travailler où ils veulent. Et en plus, on ne pouvait pas accoler ce jour de télétravail à des vacances. Ça ne pouvait pas être un vendredi ni un lundi. Bon, ça marque aussi un manque de confiance de l'employeur vis-à-vis des salariés. En tout cas, c'est comme ça qu'eux le traduisent. En fait, ça marque l'identité de la direction et sa vision un petit peu du travail et de comment elle veut que le travail soit fait dans son entreprise. Tout l'enjeu justement des dirigeants aujourd'hui, c'est de trouver un juste milieu entre comment ils veulent mener leur histoire. Est-ce que ça va vraiment convenir aux gens qu'ils ont envie de séduire et faire venir dans leur entreprise? Exactement. Donc c'est assez intéressant parce que tu as quand même des clients qui t'appellent pour ça. Oui. Alors après, je pense que quand ils appellent, ils ne s'attendent pas à ce qu'on leur dise ça finalement. Oui. Du coup, la loi QVCT, elle aide l'entreprise, les dirigeants de l'entreprise, à s'adapter aussi quelque part aux évolutions de nos modes de vie et de la manière dont on découpe notre quotidien entre le travail et le perso. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus que la frontière est de plus en plus poreuse. Il n'y en a presque plus. Tu vois, là, pour la petite histoire... Chers amis auditeurs, on est en train d'enregistrer ce podcast chez moi, dans mon salon, sur mon canapé, parce qu'en fait, Célia et moi, on n'habite pas très loin et c'était tellement plus sympa et plus pratique de se voir que d'enregistrer l'épisode à distance. Donc voilà, un exemple très concret de la porosité entre la vie perso et la vie pro, parce que oui, on est mercredi après-midi en général, je suis avec mes enfants. Donc c'est pour ça. Alors, pour reprendre un petit peu notre fil, on disait qu'effectivement, il y a des obligations dans la loi QVCT, mais il y a aussi des choses que l'entreprise choisit de mettre en place en plus pour séduire les candidats et fidéliser les salariés pour une ambiance de travail qui soit la plus harmonieuse possible. Et de par l'harmonie, on arrive à obtenir de l'efficacité et de la performance. C'est ça l'intention finalement. C'est exactement ça l'intention, oui. Justement, sur les envies des sociétés de mettre en place des choses en plus, c'est là que ça devient vraiment très intéressant et créatif, puisque c'est l'employeur qui va les mettre pour sa marque employeur. Donc, il a quand même beaucoup de liberté pour le faire et il peut être très inventif. Donc, il peut aussi choisir simplement juste de magnifier les règles existantes en disant, voilà, par exemple, je vais proposer un congé maternité plus long que le même congé maternité légal ou des jours de congé additionnels. Ce qu'on observe aussi beaucoup, c'est une tendance dans les plans de rémunération variable ou dans les accords d'intéressement de participation, de lier les performances de la société au nombre d'accidents du travail. Dans les secteurs, par exemple, dans les usines, voilà, on va dire le montant de la rémunération variable ou de l'intéressement sera d'autant plus élevé que le nombre d'accidents du travail sera faible.
Donc, on motive les gens à faire attention finalement. Et on observe aussi des plans de rémunération variable qui sont liés à des indicateurs RSE. D'accord. Puisqu'on a constaté que quand on donnait des responsabilités RSE à des salariés, eh bien, ils se sentaient beaucoup plus investis. Et leur travail, leur mission avait plus de sens. Donc ça marche assez bien, et par exemple d'établir qu'un certain pourcentage de leur rémunération variable, par exemple 30-40%, sera lié à la réalisation d'un projet RSE qui pourra être validé en amont avec leur manager. Et ça se fait pas mal. Très intéressant. Et après, on a d'autres sociétés, alors beaucoup plus audacieuses et inventives, qui vont créer de nouveaux avantages. Ce qui est drôle, c'est que c'est souvent en s'inspirant de droits comparés, et plus particulièrement de ce qui se passe aux États-Unis. C'est vrai qu'aux États-Unis, les avantages sociaux sont très faibles, et c'est toujours laissé entre les mains des entreprises. Et pour attirer les talents, elles sont forcées de le faire. Donc elles ont souvent des idées très innovantes, assez drôles d'essayer de les transposer en France. Je crois qu'il y a une entreprise qui propose des vacances illimitées. Oui. Alors, il y a eu cette mode des congés illimités, notamment dans le secteur de la tech aux États-Unis. C'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont 2 semaines de congés payés. Donc, bon, c'est très limité. C'est très limité. Donc, offrir des congés payés limités, c'était un vrai facteur d'attractivité. Après, la réalité, dans les faits, les salariés, évidemment, n'étaient pas toute l'année en congés payés. S'ils pouvaient en poser 6, c'était déjà très très bien. Mais c'était aussi leur dire, on vous laisse l'autonomie suffisante pour juger quand est-ce qu'est le bon moment pour travailler, et choisir aussi ses moments de repos. C'était aussi un peu ça l'idée. C'est vrai qu'en France, ça n'a pas vraiment pris. Le concept a essayé d'être introduit, mais c'est plus compliqué à mettre en place. Et surtout, finalement, pas vraiment nécessaire, puisque selon les secteurs d'activité, on a des salariés qui ont parfois 10 semaines de congés payés RTT. Donc, bon, prendre plus, c'est compliqué. Et puis, récemment, j'ai intéressé à la nouvelle tendance outre-Manche. C'était, alors, un congé maternité qui peut être écourté, donc de manière volontaire. Okay. Et en contrepartie, l'employeur propose le paiement d'une nounou de nuit. Ah ouais. Donc, au lieu d'avoir 5 mois de congé maternité, par exemple, on accepte de revenir au bout du 4e mois. Et on a une nounou. Parce qu'on a mieux dormi grâce à la nounou qui a réglé le bébé. Exactement. Donc, on peut travailler la journée. Après, moi, je me dis que c'est un vrai choix, hein, parce que souvent, c'est vrai qu'on ne retourne pas non plus au travail, parce qu'on sait que les nuits vont être compliquées, et donc les journées vont être très compliquées. Très compliquées, oui. Voilà. Mais parfois, on se dit, est-ce que je retournerai quand même pas au travail pour avoir des journées plus tranquilles? Donc, mais bon, ça, c'est assez récent. Donc, pour l'instant, je ne l'ai pas encore vu. C'est intéressant comme nouvelle tendance. Ouais, je ne l'ai pas encore vu en France. Mais pourquoi pas, voilà, c'est ça qui est intéressant du coup avec les politiques QVCT, c'est qu'on peut expérimenter, les faire évoluer, toujours prendre en compte les nouvelles tendances et prendre en compte aussi, comme tu disais, le mode de vie des salariés de l'entreprise, et puis le mode de collaboration propre à l'entreprise. Exactement. Donc, on peut personnaliser les conditions de travail. C'est hyper intéressant. Alors du coup, est-ce que tu as noté des freins ou des défis par rapport à cette mise en place ? Alors, c'est vrai qu'on observe des inquiétudes, notamment quand on sort du cadre habituel. Ça peut faire peur, c'est un peu le terrain inconnu. Donc, c'est sûr que quand on met le document unique en place sur les risques, ça, c'est simple. On connaît le mode d'emploi, on est obligé de le faire, le format est standard. Mais c'est vrai que quand on essaie d'être totalement innovant, ça peut devenir un vrai chantier qui demande énormément de travail, de réflexion et de moyens. Puisqu'il faut souvent faire une étude préalable de faisabilité. Il faut que le projet s'inscrive dans la culture de l'entreprise, soit cohérent avec les autres règles déjà applicables. Et il faut aussi s'assurer qu'il y a un retour sur l'investissement. Est-ce que les salariés vont vraiment en être contents et vont vraiment en bénéficier? Donc, une vraie réflexion s'impose. Alors moi, j'encourage toujours les sociétés à se lancer. Et après, il faut garder à l'esprit que tout est modulable. Parce que, par exemple, si on prend l'exemple de la mise en place de la semaine de 4 jours, qui fait beaucoup parler en ce moment. Oui, tout à fait. Ça, c'est aussi une autre innovation dont on n'a pas parlé, qu'on n'a pas évoquée. Mais parmi les entreprises interrogées, beaucoup d'entreprises disent vouloir le mettre en place. Après, la mise en place,
elle demande une certaine réflexion. Mais il ne faut pas non plus que ça soit un point bloquant, parce qu'on peut évidemment décider de la mettre en place de manière pérenne au sein de la société pour tous les salariés ou une catégorie de salariés, selon l'effectif et les schémas de durée de travail mis en place. Ça peut demander beaucoup de travail et difficilement aussi un retour en arrière. Sauf si vraiment oui, bien sûr. Sauf si ça se passe très mal pour les salariés. Mais bon, si eux, ils voient que des avantages, c'est sûr que c'est compliqué de leur dire finalement, en termes d'organisation, dans l'entreprise, ça ne marche pas, donc on vous retire. Mais c'est vrai qu'on a aussi parfaitement le choix de se dire qu'on pourrait le proposer, pas de manière indéterminée, parce qu'on considère que l'activité ne le permet pas. Mais on pourrait, par exemple, choisir, dans un premier temps, en tout cas, de l'appliquer à certaines périodes de vie professionnelle d'un salarié, en se disant, un retour de congé maternité, j'offre à mes salariés la possibilité d'avoir cette semaine de 4 jours sur une année. D'ailleurs, ça me fait penser que j'avais lu un article là-dessus sur effectivement les parents divorcés ou les familles monoparentales qui pourraient obtenir, je crois, le droit de travailler 4 jours par semaine. Ça pourrait parfaitement être adapté à certains types de situations, ou un salarié qui a un enfant malade, par exemple, ou même un salarié qu'on a envie de récompenser parce que ça fait plusieurs années qu'il est dans la société, qu'il a de très bons résultats et parce que il a démontré son engagement et donc on pourrait lui dire si jamais un jour tu as un projet ou parce que tu en as envie, on propose la semaine de 4 jours sur une certaine durée. Et donc ça, c'est aussi donc finalement, tout est envisageable. Oui, tout est envisageable. Il faut juste le cadrer. Exactement. Peut-être définir aussi des KPIs. Oui. Se dire, on veut quand même garder tel et tel objectif de rentabilité, de performance, etc. Et de bien-être. Effectivement, tu parlais des accidents, voir ce que ça a comme implication sur les accidents du travail, sur les arrêts maladie, etc. Et après, jongler un petit peu. Il y a peut-être une période d'essai, d'adaptation. C'est intéressant. Ça demande du courage ou de l'audace pour se lancer de la part d'un DRH ou d'un dirigeant. Mais l'idée, c'est de bien sécuriser la situation au cas où, pour pouvoir éventuellement faire marche arrière ou faire des modifications. Il faut bien définir le cadre. Exactement, oui. Super. Alors du coup, l'avocat dans tout ça, il intervient comment ? Toi particulièrement, est-ce que tu as des expériences à nous partager ? Alors l'avocat, il peut aider sur plusieurs terrains et de plusieurs manières. Donc déjà, soit on intervient en amont, donc à des fins de prévention et de mise en conformité avec les obligations légales. Soit on intervient lorsque le mal est fait. Donc par exemple, quand un client nous appelle et nous dit on a reçu une alerte d'un salarié qui se plaint de harcèlement ou de discrimination salariale ou pire, lorsqu'il existe déjà un contentieux. D'accord. Voilà, donc nous, le but, et on préfère quand même intervenir en amont, puisque le but, c'est d'éviter ces risques. Et donc, nous, comment on intervient ? Donc, on propose, par exemple, à nos clients des audits, donc un diagnostic de la situation actuelle. On fait un état des lieux, on identifie les pistes d'amélioration. Et parfois, elles sont très, très simples à mettre en place. Donc, ça vaut le coup de les faire. Et de les identifier rapidement et de procéder à des petits ajustements qui peuvent faire la différence. Ça peut aussi réduire parfois les coûts. Et donc ça, c'est un exercice très intéressant. Après, ça nous permet aussi d'identifier des leviers d'action à mettre en place aussi sur du moyen-long terme. Là, ce sont des projets qui requièrent davantage de travail. On en discute avec les clients. Et ce sont des projets un peu plus chronophages mais qui peuvent aussi avoir de très belles répercussions. Et d'autant que nous, on travaille en partenariat avec des consultants en stratégie RH qui aident aussi à la mise en place de ces projets. On va aussi proposer à nos clients des formations. Sur ces sujets, ce sont plutôt des formations à destination des cadres dirigeants ou des managers qui doivent être formés sur ces aspects et qui doivent, par exemple, savoir comment réagir face à une alerte, une plainte d'un salarié pour harcèlement.
parce que ça peut être déstabilisant pour un manager qui ne sait pas gérer cette situation. Bien sûr. Mais compte tenu des obligations de l'entreprise en matière de santé et de sécurité, ils doivent être formés. Ils doivent savoir quand prendre au sérieux une plainte, quand faut-il mener une enquête en interne, à qui faire remonter la plainte. C'est eux vraiment le premier filtre. D'accord. Et par exemple, sur ce sujet, j'ai récemment un client qui me racontait un problème de harcèlement sexuel au sein de la société. Donc, il recevait des plaintes de plusieurs stagiaires et salariés avec peu d'ancienneté, assez juniors dans l'entreprise, très grosse organisation, donc avec un très gros département RH. Et lui était inquiet sur les répercussions, déjà en termes réputationnels pour la société. Il était inquiet pour lui. Est-ce que moi... oui, il est en risque par rapport à ça. Est-ce que je ne suis pas en risque par rapport à ça je suis aussi actionnaire de la structure, donc je veux savoir comment réagir. Et c'est vrai que quand j'en ai parlé au service RH, on m'a répondu « Ah, mais comme vous n'êtes pas la victime, nous, on ne peut rien faire. » Bon. D'accord. Typiquement, ce département RH n'a pas eu la bonne réaction. Et comme quoi, les formations en amont sont vraiment nécessaires. D'accord. C'est important. Ce n'est pas nécessairement à la victime directe de se plaindre. Ouais, donc en fait, tu proposes des formations aussi pour faire de la prévention finalement par rapport à tout ça. Exactement. Et puis, c'est un peu ce qu'on se disait aussi tout à l'heure. On propose la mise en place des politiques QVCT. Donc, on va aider nos clients dans la rédaction des chartes, des politiques, des accords collectifs. En fait, on doit anticiper toutes les situations. C'est ça. Et la situation du salarié qui n'accepterait pas ça, donc comment on va lui répondre, du service à qui ne conviendrait pas le télétravail. Voilà, il faut vraiment qu'on anticipe toutes les situations envisageables au sein de la structure. Et plus la structure est importante, et plus il y aura des problématiques à traiter. Donc en fait, tu soutiens les services RH sur ces projets-là aussi. Voilà, exactement. On les aide à les mettre en place, à les négocier aussi avec les représentants du personnel, parce que souvent, ils ne sont pas seuls non plus à décider des règles à mettre en place et des procédures. On les aide aussi beaucoup à mettre en place justement les procédures de signalement. Et voilà, donc on va vraiment les aider à formaliser, concrétiser leur projet QVCT, et que ce soit pour se conformer au droit ou vraiment pour innover totalement. Donc, par exemple, si l'entreprise a le projet fou de mettre en place la semaine des 4 jours, nous, on va lui expliquer le cadre légal, quelles sont les formalités à accomplir, comment on lui conseille de structurer, de suivre le temps de travail pour éviter aussi les risques contentieux. Bien sûr. Quelles sont vraiment les attentes des salariés du secteur, que font les concurrents. Nous, on va apporter tout ce soutien-là. Hyper intéressant. Donc, en fait, tu interviens... Enfin, quelque part, c'est aussi beaucoup de conseils, de ce que j'entends. Oui. Et du conseil mixé avec du droit. Tout à fait, c'est exactement ça. Et puis, on travaille toujours de concours avec des prestataires externes, donc soit des consultants en stratégie RH, des experts comptables, des coachs. On sait s'entourer pour mener ces projets à bien qui sont parfois complexes et sur lesquels il faut se poser pas mal de questions. Merci beaucoup, en tout cas, c'était hyper intéressant, hyper clair. Je pense qu'on a appris plein de choses aujourd'hui sur le droit et le droit du travail et la QVCT. Merci beaucoup. On va passer à la dernière partie de l'émission, donc les Holy Questions. Alors la première, ta routine du matin pour passer une bonne journée. Il te faut quoi pour passer une bonne journée le matin ? Alors moi, il ne me faut pas grand-chose. Moi, le matin, j'aime me lever avant tout le monde. D'accord. J'aime avoir mon quart d'heure de calme pendant lequel je prends mon café. Et je me projette un peu dans ma journée. C'est même pas pour faire de la méditation, du sport, c'est juste... Démarrer en douceur. Exactement. Avant que tous les enfants se réveillent. Comme tu sais, on a 3 enfants à la maison, bientôt le 4e. Donc, j'ai vraiment besoin de ce moment toute seule avant de commencer la journée.
Alors, qu'est-ce qui t'anime, toi, dans ton job au quotidien? Moi, ce qui m'anime dans mon job, c'est l'apprentissage en continu. D'accord. Et pour moi, l'apprentissage, il passe par les rencontres. Mhm. Donc avec les clients, avec mes confrères, et puis avec les partenaires avec qui je peux être amenée à travailler. Et moi, je suis de nature très curieuse, donc j'adore poser plein de questions, parfois peut-être trop, mais je m'intéresse beaucoup au fonctionnement des personnes, à comment ils réfléchissent, à comment ils travaillent. Donc pour moi, ça, c'est un apprentissage important. Et après, j'ai cet apprentissage aussi par les dossiers, puisque finalement, j'ai jamais 2 fois le même dossier. Même quand il s'agit d'exactement la même problématique, c'est jamais pareil. C'est jamais pareil. C'est jamais la même issue, c'est jamais la même manière de le traiter. Les conditions externes vont faire que ça sera toujours différent. L'interlocuteur sera différent. La culture de l'entreprise, les sensibilités de chacun. Et donc, on doit toujours apprendre à s'adapter. Super. Une personne ou un mentor qui t'a inspiré, qui t'inspire dans ta carrière? Alors, la personne, moi, qui m'a le plus inspirée dans ma carrière, c'est ma première maître de stage dans ce fameux cabinet américain. D'accord. À l'époque, elle était très jeune. Moi, j'avais l'impression qu'elle était super expérimentée, mais elle avait 8 ans d'expérience. Ah, c'est pas mal déjà. Mais elle faisait partie de ces gens qui prennent des décisions dans leur carrière selon leurs envies. Et parce que typiquement, je trouve qu'on se pose tout le temps la question de est-ce que c'est le bon moment d'avoir un enfant ? Est-ce que j'ai le droit de prendre un congé sabbatique ? Est-ce que j'accepte ce poste parce que je suis suffisamment formée pour accepter ce poste ? Et je trouvais qu'elle suivait vraiment ses envies. Elle fonctionnait à l'affect. Oui, et ça marchait très bien. Et en plus, elle était remarquable dans son travail. Donc, pour moi, c'était vraiment un exemple à suivre et donc très, très inspirante. Super. Est-ce que tu as une devise dans la vie? Ça, c'est difficile comme question parce qu'on est quand même rarement drivé par une seule devise, je pense. Ok, plus 2, 3. Non, moi je dirais, pour en citer une, qu'il est essentiel de rester fidèle à soi-même et à ses principes. Et je trouve que c'est d'autant plus important que on est tous amenés dans des situations à jouer un rôle où on n'est pas vraiment nous. Parce que tu vois, par exemple, moi, quand je plaide un dossier, je rentre dans un rôle, c'est du théâtre. Bien sûr. Très bien joué, ceci dit, mais je suis obligée, évidemment, de mettre en avant des arguments auxquels je ne crois pas toujours, évidemment. Moi, certains clients viennent me voir avec un dossier qui est perdu d'avance. Je suis obligée de les défendre coûte que coûte. Enfin, c'est mon travail. Mais voilà, c'est pas nécessairement moi tout le temps. C'est aussi un rôle à jouer et parfois c'est épuisant. Et c'est aussi, par exemple, pendant les négociations. On est obligé de maquiller la vérité, on est obligé de mettre en avant les intérêts de son client, tout le temps. Mais donc, c'est pour ça que pour moi, c'est important dans la vie de tous les jours et dans ma vie professionnelle, quand même, d'être en accord avec mes principes. Bien sûr. Et avec ma personnalité. Et ça, je trouve qu'on apprend toujours. Donc, tu peux refuser un client, par exemple, si... Oui. Et ça, alors, je ne le faisais pas avant, mais aujourd'hui, oui. Si je trouve qu'on n'est pas du tout en accord sur la manière de fonctionner, ça me demande trop d'énergie. Un livre que tu nous conseillerais de lire? Alors, ça, c'est aussi difficile parce qu'à chaque fois que je termine un livre, moi, je suis toujours émerveillée par le livre du moment. Et après, quand j'aime pas un livre, je ne le termine pas. Donc, Voilà. Alors, c'est quoi les derniers livres que tu as finis? Voilà. Donc, le dernier livre que j'ai lu, c'est Némésis de Philippe Roth. Je ne sais pas si tu connais. Moi, je l'avais sur ma liste depuis longtemps, mais je n'arrivais pas à le lire pour des raisons personnelles. J'avais peur que ça fasse rejaillir des souvenirs. Mais vraiment, je conseille à 100%. C'est un des derniers ouvrages de l'auteur et ça traite d'une épidémie qu'on ne connaît plus aujourd'hui, heureusement, la polio. Ah oui. Aux États-Unis pendant les années 40.
Et c'est psychologiquement profond. Je ne vais pas raconter l'histoire, mais c'est vraiment dilemme moraux face à la catastrophe, à l'épidémie. C'est vraiment un très, très beau livre. Tu as des lectures bien... Quand j'ai le temps. Alors, qu'est-ce que tu aimes écouter? Une chanson que tu aimes écouter qui te met dans une bonne énergie? Parce que je vais la rajouter à la playlist Holywork. Ah bah, justement, j'ai pas de chanson. C'est vrai? Est-ce que tu as une playlist, Holywork? Ouais. Ah, je ne savais pas. Mais oui, tu peux l'écouter sur Deezer. Ah, bah, je n'ai pas de chanson en ce moment. Justement, on se faisait la réflexion avec mon mari en se disant, mais en ce moment, il n'y a pas de chanson estivale, il n'y a pas de chanson... Non, je ne sais pas. On se disait vraiment... Il n'y a pas une chanson que tu adores écouter, tu te dis là, je vais me faire un petit kiff, je vais écouter cette chanson. Bah là, en ce moment, pas vraiment. Après, moi, je mets du Beyoncé et ça marche tout le temps. Ah bah voilà, Beyoncé, très bien. Très bien. Voilà. Eh ben, je vais mettre la dernière chanson de Beyoncé, que j'adore d'ailleurs. Génial. Est-ce que tu as une idée d'une personne que je pourrais contacter pour un prochain épisode, maintenant que tu connais un petit peu ce podcast? Alors, moi, j'adorerais interroger Anne-Laure de Chamard, que j'avais rencontrée. Je ne sais pas si tu connais le Women's Forum. Donc, je l'avais croisée au Women's Forum en 2022 et je l'avais trouvée tellement inspirante. On avait vraiment échangé 10 minutes et je me suis toujours dit j'aimerais pouvoir avoir une discussion avec elle. Ok. Bah écoute, je vais la contacter, on va bien voir ce qu'elle va dire. Et voilà, et du coup, qu'est-ce que ça serait le mot de la fin? Alors, sur le mot de la fin, moi, j'aime bien l'adage, avoir les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Et je trouve que ça se prête bien aussi à toute cette thématique QVCT. Merci beaucoup, Célia. Merci à toi. C'était très sympa. Merci pour ce moment. Chers amis, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a inspiré, que vous avez appris des nouvelles choses. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode. Et en attendant, vous pouvez me retrouver sur les réseaux, principalement Instagram et LinkedIn, et sur le site holywork.fr. Je vous préciserai également le lien vers la playlist Deezer parce que je crois que je ne l'ai pas beaucoup diffusé, donc je vais le rajouter. Je vous embrasse et à très très bientôt. Et bien sûr, comme d'habitude, s'il vous plaît, notez le podcast, envoyez-moi un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours sur mes épisodes. À très très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Holywork, c'est aussi un cabinet de coaching pour les entreprises et les particuliers qui propose des programmes de coaching, des formations en management et aussi des bilans de compétences. Je vous donne rendez-vous sur le site holywork.fr pour découvrir nos accompagnements en détail. Et ne manquez aucune info Holywork en vous inscrivant à la newsletter et en ajoutant ce podcast à vos favoris. Et n'oubliez pas, make each workday a holiday. À très bientôt!